Depuis l'aube de l'humanité, l'homme s'est interrogé sur son existence, sur la nature des choses, sur les valeurs qui guident ses choix et sur sa place dans le monde. La philosophie, qui signifie littéralement « amour de la sagesse », incarne ce questionnement infini, ce désir de comprendre, de sonder les mystères de l'univers et de l'esprit humain. C'est une discipline qui, à travers les siècles, a évolué, s'enrichissant des contextes historiques, des révolutions scientifiques et des bouleversements culturels, mais qui a toujours conservé au cœur de sa quête une même ambition: éclairer la condition humaine. Remontant à ses origines grecques, la philosophie occidentale naît dans le jaillissement intellectuel de la Grèce antique, où des penseurs, appelés plus tard présocratiques, cherchent à percer le secret de la nature. Thalès voit dans l'eau le principe unique de toute chose, devinant déjà l'unité derrière la diversité du monde. Anaximandre, à la recherche d'une origine indéterminée, postule le apeiron, l'illimité, comme fondement de l'univers. Héraclite, lui, perçoit déjà l'instabilité radicale du réel. Tout s'écoule, écrit-il, insistant sur le flux perpétuel de la réalité. Mais la philosophie s'émancipe véritablement avec Socrate. Arpentant les rues d'Athènes, il interroge ses concitoyens, non pour leur transmettre un savoir, mais pour susciter en eux un processus d'examen de soi. Pour Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Sa méthode, la maïeutique, consiste à aider chacun à faire naître, de sa propre réflexion, la vérité dont il est porteur. Platon, son disciple, immortalise son enseignement à travers le dialogue, imaginant dans l'allégorie de la caverne des hommes enchaînés, incapables de voir autre chose que des ombres, il met en scène la difficile ascension vers la connaissance des essences éternelles, qu'il baptise de Nitsenum as idée. Son école, l'Académie, deviendra un bastion de la pensée rationnelle pendant des siècles. Aristote, élevé à la pensée de Platon, s'en émancipe en ancrant la philosophie dans l'observation du monde. Pour lui, les choses de la nature sont des réalités substantielles, organisées selon des causes et des finalités. Sa classification des sciences, sa logique, son éthique et sa politique marqueront tout le Moyen-Âge. Dans l'éthique à Nicomaque, il donne au bonheur, ou eudaimonia, la place de fin suprême de la vie humaine. Il ne s'agit pas de satisfaire tous ses désirs, mais de réaliser, par la vertu, sa propre nature rationnelle. Après la mort d'Alexandre le Grand, le centre de gravité de la philosophie se déplace vers les écoles hellénistiques. Stoïciens, épicuriens et sceptiques proposent des réponses aux angoisses de l'âme. Le stoïcisme, avec Zénon, puis Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, enseigne la maîtrise de soi et l'acceptation du destin. Épictète répète inlassablement que notre bonheur ne dépend pas des choses elles-mêmes, mais du jugement que nous portons sur elles. L'épicurisme, inspiré d'Épicure et de Lucrèce, prône quant à lui la recherche discrète du plaisir, compris comme absence de douleur et de troubles de l'âme. À l'opposé, les sceptiques, tels Pyrrhon, recommandent la susmitonikiente, la suspension du jugement, afin d'accéder à l'ataraxie, la quiétude. À l'Antiquité succède le Moyen-Âge, période durant laquelle la philosophie se met, du moins sans partie, au service de la foi chrétienne. Augustin, héritier de Platon, oriente l'interrogation philosophique vers l'intériorité, l'expérience du divin dans le cœur de l'homme. Ses confessions sont l'une des premières grandes œuvres d'introspection. « Tard je t'ai aimé », écrit-il, évoquant sa rencontre bouleversante avec la grâce. Les penseurs de la scolastique, de Boèce à Anselme en passant par Thomas d'Aquin, cherchent à concilier la raison et la révélation. Thomas s'inspire d'Aristote pour bâtir une théologie rationnelle. Dieu est pour lui la première cause, le point d'aboutissement de toute explication. Guillaume d'Ockham, quant à lui, pose comme règle que les entités ne doivent pas être multipliées sans nécessité, une méthode de simplicité qui deviendra un principe fondamental de la pensée moderne. La Renaissance marque un tournant. L'homme se découvre dignité et autonomie. Montaigne, dans ses essais,
s'interroge sur l'homme, se demandant « que sais-je ?» soulignant la fragilité de nos certitudes. La philosophie, revitalisée par l'humanisme, s'ouvre à la diversité des cultures et à la complexité de la nature humaine. Le XVIIe siècle inaugure l'ère de la philosophie moderne, centrée sur la question de la certitude et de la méthode. Descartes, en quête de fondements inébranlables, découvre cette évidence première. Je pense, donc je suis. Son rationalisme influence profondément la science et la pensée. Spinoza voit dans la nature une manifestation unique du divin. Dieu ou la nature ne font qu'un. Leibniz célèbre l'harmonie du monde, soutenant que nous habitons le meilleur des mondes possibles. À cette idée et ces traditions s'oppose l'empirisme britannique. Locke voit en l'esprit une table rase que l'expérience vient remplir. Berkeley nie la réalité de la matière. Être, c'est être perçu. Et Hume, sceptique lucide, remet en cause la connaissance causale, la réduisant à une habitude de l'esprit. Kant, au XVIIIe siècle, tente une synthèse révolutionnaire. La connaissance résulte à la fois de l'objet et de la structure de l'esprit humain. Par sa révolution, révolution copernicienne, il transforme la philosophie en posant que nous ne connaissons le monde qu'à travers les catégories de notre pensée. Au XIXe siècle, la pensée hégélienne place l'histoire au centre de la réflexion philosophique. Le développement progressif de l'esprit se fait par la lutte et le dépassement des contradictions jusqu'à la conquête de la liberté. Marx, disciple critique de Hegel, renverse le problème. Ce ne sont pas les idées qui font l'histoire, mais les réalités matérielles. Il proclame, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Nietzsche, quant à lui, secoue l'édifice moral de l'Occident. Proclamant la mort de Dieu, il cherche à penser l'homme au-delà du bien et du mal, à affirmer la vie par-delà le nihilisme. Le XXe siècle voit fleurir une multitude de courants. L'existentialisme, incarné par Sartre ou Camus, replace la liberté individuelle et l'angoisse au centre. L'homme est condamné à être libre, à assumer ses choix. La phénoménologie, inaugurée par Husserl, s'attache à décrire l'expérience vécue, à ressaisir le monde dans sa présence immédiate. Freud, en dévoilant la part obscure de l'inconscient, bouleverse la conception de la raison. Le structuralisme de Lévi-Strauss, Foucault ou Derrida remet en cause la transparence du sujet et la stabilité des significations. Wittgenstein, avec sa philosophie analytique, interroge la puissance et les limites du langage. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Aujourd'hui, la philosophie affronte de nouveaux défis. La bioéthique, le statut du vivant, l'intelligence artificielle, la justice globale, le genre, l'écologie. Elle demeure un laboratoire d'idées ouvertes, un champ de bataille pour penser l'humain à l'une des mutations contemporaines. Ainsi, de la quête de sagesse de l'Antiquité à la réflexion sur notre devenir, la philosophie trace une histoire de la pensée, une aventure où, selon la formule de Kant, au chassé, il ne s'agit pas d'apprendre la philosophie, mais de philosopher. La philosophie n'est pas simple accumulation de savoir, mais exercice vivant de la raison, interrogation incessante, éveil à la liberté. Par elle, l'humanité prend conscience d'elle-même, s'efforce de discerner le sens, de comprendre pour agir. Philosopheur, c'est apprendre à vivre, à questionner, à douter, à chercher la vérité, à bâtir des valeurs, à affronter l'incertitude. C'est là la promesse millénaire de la philosophie.